Je m'appelle Éléonore Mercier et j'ai 29 ans. Il y a 3 semaines, lors de ma propre fête de prénatal, ma belle-mère m'a tendu une enveloppe et a annoncé devant 50 invités une liste de 47 raisons pour lesquelles mon fils devrait divorcer d'avec toi. Mon mari a ri. Toute la salle a ri. Pas moi. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai trouvé la raison numéro 23 et je l'ai lue à haute voix. Son visage s'est vidé de toute couleur. Ce soir-là, chaque membre de la famille de mon mari a bloqué son numéro. C'était un mardi soir, à 22 heures. J'étais allongée sur le canapé, les pieds gonflés sur un oreiller, enceinte de 7 mois, et chaque partie de mon corps me faisait souffrir. Julien était encore au téléphone avec sa mère. J'entendais la voix de Béatrice à travers le haut-parleur, tranchante, efficace, comme si elle dirigeait un conseil d'administration au lieu de discuter d'une fête de bébé. « J'ai tout prévu », disait-elle. Le traiteur, la décoration, la liste des invités. Dis juste à Éléonore de ne s'inquiéter de rien. Dis à Éléonore, sans jamais lui demander. Julien m'a jeté un coup d'œil. Maman dit qu'elle s'occupe de tout. Est-ce que je peux lui parler? Il a hésité, puis m'a tendu le téléphone. Béatrice, bonjour. Je pensais que nous pourrions peut-être. Oh, Éléonore. Sa voix a changé, devenant plus douce, ce genre de douceur qui vous donne mal aux dents. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit, ma chère. Repose-toi simplement. Ces choses-là demandent de l'expérience. J'avais une idée de thème, en fait, quelque chose de simple. C'est charmant, m'a-t-elle coupé, mais je pense que mon concept convient mieux. Tu n'as jamais organisé de grand événement, n'est-ce pas? Le silence s'est installé. Je savais ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait toujours dire, tu n'as pas eu de mère pour t'apprendre. Je vais m'occuper de tout, a-t-elle poursuivi, une mère c'est ce qu'il y a de mieux. Avant que je ne puisse répondre, elle a ajouté, oh, au fait, j'ai invité quelques vieux amis de Julien. Mélanie aussi. Tu te souviens de Mélanie? Mon estomac s'est noué. Mélanie, l'ex-petite amie de Julien, celle à qui Béatrice envoyait toujours des cartes de Noël. C'est attentionné, ai-je réussi à dire. Merveilleux. Repose-toi bien, ma chère. Tu en auras besoin. La ligne a coupé. Julien a repris le téléphone. Tu vois, elle gère. J'ai fixé le plafond. Pourquoi inviterait-elle Mélanie à ma fête? Une semaine avant la fête, nous avons dîné chez Béatrice. Je portais ma robe de maternité préférée, bleu marine, un tissu doux, la seule chose qui m'allait encore confortablement. Je l'avais achetée avec mon propre argent, choisi moi-même. Elle me faisait me sentir moi-même. La salle à manger était pleine. Julien, sa sœur Léa, tante Marguerite, quelques cousins, tout le monde se passait les plats en discutant. Béatrice était assise en bout de table. Éléonore, a-t-elle dit en pleine conversation, assez fort pour que tout le monde l'entende. Cette robe est intéressante. J'ai baissé les yeux. Merci. Le bleu marine est délicat, pourtant. Elle a incliné la tête. Les couleurs sombres peuvent rendre une femme si lourde, surtout quand elle est enceinte. La table est devenue silencieuse. Je suis à l'aise dedans, ai-je répondu. Bien sûr que tu le es, a-t-elle souri. Le confort est important. Je pense juste que si ta mère était là, elle t'en aurait peut-être fait la remarque. Le silence s'est étiré. La fourchette de tante Marguerite s'est arrêtée en l'air. Léa fixait son assiette. Julien s'est raclé la gorge. Maman, enfin. Mais il n'a pas fini sa phrase. Il ne finissait jamais. J'ai gardé mon sourire. J'apprécie le conseil, Béatrice, mais je suis à l'aise avec qui je suis. Elle a cligné des yeux, puis a ri d'un ton léger et méprisant. Bien sûr, ma chère. Après le dîner, je me lavais les mains dans la salle de bain quand Léa s'est glissée à l'intérieur. Et elle a fermé la porte derrière elle. Je suis désolée pour elle. Je sais qu'elle a été difficile. J'ai croisé son regard dans le miroir. Ça va.
Non, ça ne va pas. Léa s'est mordu la lèvre. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire, mais pas ici. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut se voir demain? Rien que nous deux? L'urgence dans sa voix m'a serré la poitrine. D'accord, ai-je dit, demain. Elle a hoché la tête une fois, puis est partie. Qu'est-ce que la sœur de Julien savait que j'ignorais? Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain matin. Léa était déjà là quand je suis arrivée, remuant un café crème qu'elle n'avait pas touché. Elle avait l'air nerveuse, et moi aussi. Merci d'être venue, a-t-elle dit quand je me suis assise. Tu me fais un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Léa a pris une inspiration. Je travaille à la Banque Populaire, tu le sais. Je m'occupe des transactions pour l'agence. J'ai hoché la tête. La semaine dernière, je traitais les révisions de comptes, des trucs de routine. Elle a fait une pause. Je suis tombée sur un retrait de votre compte d'épargne joint, le tien et celui de Julien. D'accord. 10 000 €, Éléonore. Le chiffre m'a frappé comme de l'eau glacée. Ce n'est pas normal. Julien n'a mentionné aucun retrait. Parce qu'il ne l'a pas fait. La voix de Léa a baissé d'un ton. L'autorisation est passée par un compte lié. Quelqu'un ayant un accès secondaire. Qui a un accès secondaire à notre épargne? Elle m'a regardée et j'ai compris. Julien l'a ajouté il y a des années, a dit Léa doucement. Avant que vous ne soyez mariés. Pour les urgences, disait-il. Béatrice a pris 10 000 € de notre compte. Elle ne les a pas pris officiellement, elle les a transférés via l'accès lié. Léa a fait glisser un morceau de papier sur la table. Voici le relevé. La date correspond à la nouvelle collection d'antiquités dont elle se vante. J'ai fixé les chiffres, noir sur blanc, indéniables. Pourquoi me dis-tu ça? Léa a croisé mon regard. Parce que c'est mal, et que tu mérites de savoir. J'ai plié le papier avec soin, je l'ai glissé dans mon sac. Est-ce que Julien le sait? Je ne pense pas. 10 000 € disparus sans un mot à l'un ou l'autre d'entre nous. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Léa. Je n'ai pas répondu parce que je ne le savais pas encore. Mais je savais une chose, je n'allais pas faire semblant que tout allait bien. Ce soir-là, j'ai attendu que Julien rentre. On peut parler? Il a posé son sac près de la porte. Bien sûr. Tout va bien? Savais-tu que ta mère a accès à notre compte d'épargne? Il a marqué un temps d'arrêt. Oui. Je l'ai ajouté il y a des années, avant nous. Un accès d'urgence. Pourquoi? Vérifie le solde. Il a sorti son téléphone, a ouvert l'application bancaire. J'ai regardé son visage changer. Qu'est-ce que? Il manque 10 000 €. Je sais. Comment le sais-tu? Léa me l'a dit. Elle a vu la transaction au travail. Julien a fixé l'écran. Puis il a appelé sa mère. J'ai écouté son côté de la conversation, la confusion, les questions. Et puis le changement de ton. Elle dit qu'elle les a empruntés, a-t-il dit en raccrochant, pour mon cadeau d'anniversaire. Elle allait les rembourser. Emprunter? J'ai laissé le mot planer sans poser de questions. Elle a dit qu'elle avait oublié d'en parler. 10 000 € lui ont échappé. Éléonore. Il s'est frotté le visage. Elle dit qu'elle remboursera. Ne faisons pas toute une histoire de ça. Tu sais comment elle est. C'était là. La phrase que j'avais entendue 100 fois, tu sais comment elle est. Traduction, ne la contrarie pas. Ne la défie pas. Garde la paix. Julien, elle a pris de l'argent sur notre compte sans permission. Ce n'est pas un malentendu. C'est ma mère et je suis ta femme. Il a soupiré, a regardé le sol. S'il te plaît, a-t-il dit doucement. N'en parle pas à la fête de prénatal. Je ne veux pas de drame. Je suis restée là, enceinte de 7 mois, tenant la preuve que sa mère nous avait volés, et il me demandait de me taire. On verra,
ai-je dit. Je n'ai rien promis parce que j'en avais fini de faire des promesses que je ne pouvais pas tenir. La veille de la fête, Béatrice m'a appelé directement. Cela n'arrivait presque jamais. Éléonore, ma chérie, sa voix était du miel sur de l'acier. Je voulais confirmer quelques détails. Bien sûr. Le photographe a besoin de connaître les couleurs pour les clichés. J'ai tout coordonné en jaune et crème, alors j'aurai besoin que tu portes quelque chose d'assorti. J'ai regardé la robe rose poudrée suspendue dans mon placard, celle que j'avais déjà choisie. J'ai déjà une robe. Rose poudrée. Silence. Oh, est-ce un problème? Eh bien, elle a ri légèrement. Le jaune rendrait tellement mieux sur les photos. J'ai déjà briefé l'équipe. Alors dis-leur que je serai en rose poudré. Une autre pause, plus longue cette fois. Bien sûr, ma chère. La douceur a tourné au vinaigre. Quoi qu'il te plaise. J'avais déjà entendu cette phrase de sa part. Cela ne signifiait jamais ce que cela disait. Béatrice, il y a autre chose? En fait, oui. Son ton a changé, plus chaleureux, presque complice. J'ai prévu une petite surprise pour toi à la fête. Quelque chose sur lequel je travaille depuis un bon moment. Ma main s'est serrée sur le téléphone. Quel genre de surprise? Eh bien, si je te le disais, ce ne serait plus une surprise, n'est-ce pas? Elle a ri. Ne t'inquiète pas. Je pense que tout le monde va adorer. C'est très personnel. Personnel. Le mot m'est resté sur l'estomac. Je veux juste que tout soit parfait, a-t-elle poursuivi, pour la famille. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement. Merveilleux. À demain, ma chère. Repose-toi bien. Elle a raccroché. Je suis restée dans ma chambre, une main sur mon ventre, l'autre tenant encore le téléphone. Une surprise, quelque chose de personnel, quelque chose qu'elle planifiait depuis longtemps. Tous mes instincts hurlaient. Mais je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit. Pas encore. Le matin de la fête, Clara est arrivée tôt. Elle m'a trouvée dans la chambre, à moitié habillée, fixant le relevé bancaire sur ma commode. On dirait que tu te prépares pour une bataille, a-t-elle dit. Peut-être que c'est le cas. Clara s'est assise sur le bord du lit. Nous étions amies depuis l'université. Elle était infirmière, pragmatique et imperturbable, le genre de personne qui restait calme dans les urgences. Dis-moi tout. Alors, je l'ai fait. Les 10 000 €. L'avertissement de Léa. Julien me demandant de me taire. La surprise de Béatrice. Clara a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Et tu vas quand même à cette fête ?» Je le dois. Si je n'y vais pas, c'est moi la méchante. Elle gagne dans tous les cas. Alors, c'est quoi le plan? J'ai regardé la robe rose poudrée, le relevé bancaire, mon reflet dans le miroir. Pas de plan, ai-je dit. Je vais juste y aller, sourire et tenir le coup. Clara a haussé un sourcil. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es analyste, Éléonore. Tu n'entres pas dans une situation sans donner. J'ai failli sourire. Elle me connaissait trop bien. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le relevé bancaire plié pour le lui montrer. J'ai les données. Je ne sais juste pas si je vais les utiliser. Clara a regardé le papier, puis moi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a-t-elle dit, je te couvre et mon téléphone est complètement chargé. Pourquoi faire? Pour documenter, a-t-elle haussé les épaules. On ne sait jamais. Je l'ai serré dans mes bras. Pendant un moment, je me suis sentie moins seule. Merci. Ne me remercie pas encore. Elle s'est reculée en souriant. Allons voir la surprise de ta belle-mère. J'ai l'impression que ça va être mémorable. Elle n'imaginait pas à quel point elle avait raison. La maison de Béatrice ressemblait à une page de magazine. Des ballons jaunes et blancs étaient regroupés en arches. Des banderoles attrapaient la lumière de l'après-midi.
Une bannière au-dessus de la cheminée indiquait Bienvenue bébé Mercier en cursive dorée. 50 invités circulaient avec du champagne et des amuse-bouches. Des cousins, des tantes, la famille, des amis. Certains que je connaissais, la plupart non. C'était magnifique, et pas un seul détail n'avait été discuté avec moi. Julien m'a serré la main en entrant. Tu vois, maman s'est vraiment surpassée. J'ai hoché la tête, j'ai souri, je n'ai rien dit. La première personne que j'ai remarquée était Mélanie. Elle se tenait près de la table des cadeaux, les cheveux blonds, parfaite, portant une robe jaune qui correspondait exactement aux décorations. Quand elle m'a vue, elle a souri d'un air entendu. Béatrice avait-elle coordonné leur tenue? Éléonore, te voilà. Béatrice s'est dirigée vers nous, les bras tendus. Elle portait de la soie crème et des perles au cou. L'hôtesse parfaite. Elle m'a serré dans ses bras, très fort. Notre magnifique future maman, a-t-elle annoncé à la salle. Tout le monde a applaudi, mais alors qu'elle me tenait, elle a murmuré, contente que tu n'aies pas porté de jaune. Ça facilite les choses. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle m'a relâché et s'est tournée pour saluer un autre invité. Ça facilite les choses. J'ai trouvé Clara à l'autre bout de la pièce. Elle a haussé les sourcils dans une question muette. J'ai secoué légèrement la tête. L'heure suivante ne fut qu'un flou de petites discussions et de sourires forcés. Toutes les quelques minutes, je surprenais Béatrice en train de m'observer, satisfaite, impatiente. Puis, à 15 heures précises, elle a fait teinter une fourchette contre sa coupe de champagne. La salle est devenue silencieuse. Tout le monde, s'il vous plaît, rassemblez-vous, a annoncé Béatrice, rayonnante. Avant de continuer, j'ai une présentation très spéciale pour Éléonore. Quelque chose sur lequel je travaille depuis des mois. Mon cœur a commencé à battre la chamade. On y était. La surprise, et j'avais le terrible pressentiment de savoir ce qui allait arriver. Avant que Béatrice ne puisse continuer, la porte d'entrée s'est ouverte. Léa est entrée précipitamment, les joues rouges, légèrement essoufflées. Elle a balayé la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le voir sur son visage. Désolée d'être en retard, a-t-elle annoncé à personne en particulier, se dirigeant déjà vers moi. Béatrice a froncé les sourcils. Léa, nous sommes sur le point de commencer la présentation. Juste une minute, maman. Léa m'a rejointe, a pris mon coude et m'a guidée vers la fenêtre, loin de la foule. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je murmuré. J'ai entendu maman au téléphone hier soir. La voix de Léa était à peine audible. Elle parlait à tante Ruth d'une sorte de liste. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle avait l'air excitée d'une mauvaise façon. Ma bouche est devenue sèche. Quel genre de liste? Je ne sais pas, mais quoi qu'elle prévoie, sois prudente. J'ai jeté un coup d'œil à Béatrice. Elle nous regardait, le sourire figé, le regard acéré. Léa, Écoute-moi. Léa m'a serré le bras. S'il arrive quoi que ce soit, souviens-toi de ce que tu as. Le relevé bancaire. Ce n'est pas rien. Tu penses qu'elle oserait vraiment? Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je connais ma mère. La mâchoire de Léa s'est serrée. Elle se croit intouchable. Elle pense que personne ne la défiera en public. Et si elle a écrit quelque chose? Quelque chose de compromettant? Les yeux de Léa se sont légèrement agrandis. Alors elle vient de te remettre l'arme pour se défendre. Léa, Éléonore. La voix de Béatrice a retenti. On vous attend, mesdames. Léa m'a serré la main une fois. Je serai juste là. Elle s'est écartée. Je suis retournée au centre de la pièce où 50 paires d'yeux m'observaient. Béatrice souriait, et j'ai réalisé que quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, Béatrice n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réellement écrit. Il était temps de le découvrir. Alors que je traversais la foule, une main a attrapé mon poignet. Tante Marguerite. Elle était assise sur le canapé près de la fenêtre, son champagne intact à côté d'elle.
La tante de Julien avait toujours été discrète lors des réunions de famille, observant, sans jamais parler. « Assieds-toi un moment avec moi », a-t-elle dit. Je me suis assise. « Comment te sens-tu, ma petite ? » Je vais bien, je suis juste fatiguée. Elle a étudié mon visage. Je connais Béatrice depuis plus de 30 ans, depuis qu'elle a épousé mon frère. Je ne savais pas ça. La plupart des gens l'ignorent. Marguerite a jeté un coup d'œil à travers la pièce où Béatrice arrangeait quelque chose près de la table des cadeaux. Elle n'a jamais aimé ceux qui ne suivent pas ses règles. T'a-t-elle traité comme ça aussi ? Le sourire de Marguerite était mince. Pire. Mais je n'avais pas de preuves. J'ai senti le poids du relevé bancaire dans mon sac. En as-tu, toi ? A-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu, j'ai juste soutenu son regard. Marguerite a hoché la tête lentement. Bien. Garde-les précieusement. Pourquoi me dis-tu cela ? Elle est restée silencieuse un moment. Quand elle a parlé, sa voix était lourde de vieux souvenirs. Il y a des années, Béatrice a convaincu mon frère que je volais de l'argent à la famille. Ce n'était pas vrai. Ses yeux brillaient, mais je ne pouvais pas le prouver. Et Richard est mort en croyant à ses mensonges. Je suis tellement désolée. Ne sois pas désolée. Sois intelligente. Elle m'a serré la main. Si elle tente quoi que ce soit aujourd'hui, ne la laisse pas gagner par le silence. Le silence est la façon dont elle gagne depuis 30 ans. Tout le monde, rassemblez-vous. La voix de Béatrice a résonné. Marguerite a lâché ma main. Vas-y, et souviens-toi de ce que j'ai dit. Je me suis levée, j'ai marché vers le centre de la pièce. 50 invités formaient un demi-cercle. Julien se tenait près de sa mère, souriant, inconscient, et Béatrice tenait une enveloppe blanche. La pièce est devenue silencieuse. Béatrice se tenait au centre, l'enveloppe blanche à la main. La lumière de l'après-midi faisait briller les perles à son cou. Elle ressemblait en tout point à l'hôtesse gracieuse, chaleureuse, accueillante, bienveillante. Éléonore, ma chérie, elle a tendu la main. Viens ici. J'ai marché vers elle. Chaque pas me semblait pesant. 50 invités regardaient, souriant, impatients. Ils pensaient que cela faisait partie de la fête. J'ai tellement réfléchi à ce moment, a dit Béatrice assez fort pour que tout le monde entende. En tant que mère, je ne veux que le meilleur pour mon fils. Des murmures d'approbation, des hochements de tête. Quelqu'un a dit, comme c'est mignon. Béatrice a tendu l'enveloppe. Ceci est une liste, a-t-elle annoncé, de 47 raisons pour lesquelles mon fils devrait divorcer d'avec toi. Pendant une seconde, la pièce fut totalement silencieuse. Puis Julien a ri. Ça a commencé par un petit rire surpris. Puis ça s'est propagé. Tante Ruth a ri. Le cousin David a ri. Une femme que je ne connaissais pas a ri si fort qu'elle a dû s'essuyer les yeux. Il pensait que c'était une blague, un cadeau humoristique. De l'humour de belle-mère. Béatrice a ri aussi, les yeux plissés, mais j'ai remarqué que son regard ne quittait jamais mon visage. Ce n'était pas une blague. Elle voulait me voir craquer. Julien m'a poussé du coude. Allez, bébé. Ouvre-la. J'ai pris l'enveloppe. Elle était plus lourde que ce à quoi je m'attendais. Vas-y, a dit Béatrice doucement. Lis-la. C'est juste pour s'amuser. Son sourire s'est aiguisé. À moins que tu n'aies peur de ce que tu vas y trouver. Un autre éclat de rire de la foule. J'ai regardé Julien. Il souriait toujours, attendant que je joue le jeu. J'ai regardé l'enveloppe entre mes mains, et j'ai pensé à chaque commentaire dédaigneux, chaque compliment hypocrite, chaque fois que j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix. Je n'avais pas peur. J'en avais fini. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 4 pages, du papier blanc, proprement dactylographié, numéroté de 1 à 47. La salle bourdonnait encore d'amusement. Quelqu'un a chuchoté, c'est collector. Un autre a dit, Béatrice est un sacré personnage. J'ai commencé à lire.
Numéro 1, elle ne sait pas cuisiner un rôti correctement. Numéro 4, elle a convaincu mon fils de déménager à 20 minutes de chez moi. Numéro 7, elle travaille trop. Une femme devrait être à la maison. Numéro 15, elle est trop indépendante. Une bonne épouse se repose sur son mari. Les plaintes étaient mesquines, petites, le genre de griefs qu'une femme amère collectionne au fil des ans, les polissant comme des pierres. Mais j'ai continué à lire. Numéro 19, elle ne m'a pas invité à son rendez-vous chez le médecin. Numéro 21, elle ne me laisse pas décorer la chambre du bébé. Et puis je suis arrivée au numéro 23. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Mon cœur s'est arrêté. Alors, Béatrice ? Sa voix a percé le silence. Quelque chose d'intéressant ? J'ai levé les yeux, j'ai croisé son regard. Autour de moi, 50 personnes attendaient. Clara était dans le coin, téléphone à la main. Léa rôdait près de la porte, pâle. Tante Marguerite observait depuis le canapé, les mains croisées. Julien souriait. Allez, liant quelques-unes à haute voix. C'est hilarant. Béatrice a incliné la tête. Oui, ma chère. Partage avec nous. J'ai regardé les mots une dernière fois. Raison numéro 23, elle ne sait même pas que j'ai accédé à leur compte bancaire joint pour retirer de l'argent pour le cadeau d'anniversaire de Julien. Preuve qu'elle ne prête aucune attention à leurs finances. Elle l'avait écrit. Béatrice avait réellement écrit sa propre confession, et elle n'en avait aucune idée. J'ai relevé la tête. Puis-je lire celle-ci à haute voix ? Le sourire de Béatrice s'est élargi, triomphant. Bien sûr, ma chère. Celle que tu veux. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à parler. Ma voix était stable, calme. Je n'ai pas eu besoin de crier. Raison numéro 23. La salle s'est penchée vers moi. Elle ne sait même pas que j'ai accédé à leur compte bancaire joint pour retirer de l'argent pour le cadeau d'anniversaire de Julien. Preuve qu'elle ne prête aucune attention à leurs finances. Silence. Un silence complet et absolu. J'ai continué, sur le même ton mesuré. Pour information, je savais que le retrait était de 10 000 euros. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti le relevé bancaire plié. J'ai la documentation juste ici. Le visage de Béatrice est devenu blanc, pas seulement pâle, mais blanc, comme si quelqu'un avait débranché une prise et vidé chaque goutte de couleur de sa peau. Je sais. A-t-elle bégayé. C'était la première fois que j'entendais Béatrice Mercier à court de mots. Julien s'est avancé. Attends, maman. Tu as pris de l'argent sur notre compte ? J'allais le rembourser. La voix de Béatrice est devenue aiguë. C'était pour ton anniversaire. Tu ne me l'as jamais demandé. Je n'avais pas besoin de demander. Je suis ta mère. Tante Marguerite s'est levée du canapé. Sa voix a traversé la pièce comme un couteau. Tu as accédé à leur compte sans permission. Elle a marché vers Béatrice. Ce n'est pas un emprunt. C'est un vol. Les chuchotements ont commencé, bas d'abord, puis plus fort. 10 000 euros sans leur dire. Elle l'a écrit. Je suis restée parfaitement immobile. Je n'avais accusé personne, je n'avais pas élevé la voix, je n'avais pas fait de scène. J'avais simplement relu ses propres mots. Béatrice a pivoté, cherchant des alliés. Mais partout où elle regardait, elle ne trouvait que des regards choqués, dégoûtés. Léa s'est avancée. C'est vrai. Je travaille à la banque. J'ai vu la transaction moi-même. Léa. La voix de Béatrice s'est brisée. Tu te ranges de son côté ? Je me range du côté de la vérité, maman. La salle a explosé. Tout est arrivé en même temps. Les voix se chevauchaient. Des questions fusaient de toutes parts. Depuis combien de temps ça dure ? Est-ce que Julien savait ? Est-ce pour ça qu'elle a été si hostile ? Béatrice restait figée au milieu du chaos, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Tante Marguerite n'avait pas fini. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, Béatrice ?
La salle est redevenue silencieuse. Marguerite s'est approchée. 30 ans de silence brûlaient dans ses yeux. Tu as dit à mon frère que je volais la famille. Sa voix tremblait. Je n'ai jamais rien volé, mais Richard t'a cru. Il est mort en croyant tes mensonges. Des exclamations ont parcouru la foule. Un cousin a pris la parole, David, le propre neveu de Béatrice. Attends, c'est pour ça que mon père a arrêté de parler à tante Marguerite? Elle a tout inventé. Les larmes de Marguerite ont coulé maintenant. Tout. Et j'ai passé des décennies à être traitée comme une criminelle. Le calme de Béatrice s'est effondré. C'était différent. Différent comment? L'a coupé Marguerite. Tu as menti sur moi. Maintenant, tu as volé ton propre fils et ensuite tu l'as écrit. Un mouvement près de la table des cadeaux. Mélanie s'est avancée. Madame Mercier. Sa voix était calme mais portait loin. Vous m'avez dit que vous m'aviez invité parce qu'Éléonore voulait d'anciens amis ici. Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Un autre murmure a balayé la salle. Béatrice avait invité l'ex-petite amie de Julien à la fête de sa femme sous de faux prétextes. J'essayais de... A commencé Béatrice. Tu essayais de me faire du mal, ai-je dit. Pas en colère, juste d'une voix claire. Tu as essayé de me faire du mal depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. J'ai brandi la liste. Ce sont tes mots, Béatrice, pas les miens. Les 47. Elle n'avait pas de réponse. Pour la première fois en 30 ans, Béatrice Mercier n'avait rien à dire. Julien se tenait entre nous. Je l'ai regardé digérer l'information. La liste, l'argent, les mensonges. Des années de conditionnement se fissuraient comme de la glace sous un poids soudain. Béatrice a tendu la main vers lui. Julien, mon chéri, tu sais que j'ai fait ça parce que je t'aime. Elle est en train de te changer. Elle t'éloigne de moi. Maman. Sa voix était rauque. J'essayais de te protéger. De quoi? Il a reculé devant son contact. De la femme qui porte mon enfant? Elle n'est pas faite pour toi. Je l'ai toujours su. Tu as pris notre argent. Les mots sortaient lentement, comme s'il les entendait pour la première fois. Tu as fait une liste pour humilier ma femme à sa propre fête devant toute notre famille. Et tu as invité mon ex-petite amie. Mélanie s'est glissée discrètement vers la porte. Les yeux de Béatrice erraient dans la pièce. Tout le monde surréagit. C'est juste un malentendu. 10 000 €, ce n'est pas un malentendu. La mâchoire de Julien s'est serrée. Une liste de 47 points n'est pas une blague. Je suis restée silencieuse. Ce n'était pas mon combat à gagner. C'était le sien. Il devait choisir. La salle retenait son souffle. Je pense que tu devrais partir, maman. Le visage de Béatrice s'est décomposé. Tu choisis cette fille plutôt que ta propre mère. Julien m'a regardé, a regardé mon ventre, la vie que nous construisions, puis s'est tourné vers elle. Je choisis ma famille, celle que je construis avec elle. Béatrice a saisi son sac. Ses mains tremblaient. Elle a marché vers la porte et la foule s'est écartée comme la mer Rouge. Sur le seuil, elle s'est retournée, ses yeux fixés sur les miens. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. J'ai soutenu son regard sans ciller. Je pense que si. La porte a claqué derrière elle. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis, tante Marguerite a levé sa coupe de champagne. Eh bien, c'était attendu depuis 30 ans. L'écho de la porte s'est estompé. 50 personnes se tenaient dans le salon parfaitement décoré de Béatrice, entouré de ballons jaunes et de banderoles, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, de façon inattendue, quelqu'un a ri. C'était tante Ruth. Un petit rire choqué qui a brisé la tension. J'ai attendu 20 ans pour voir cette femme sans voix, a-t-elle dit. Quelques autres ont ri, d'un rire nerveux et soulagé. Léa a traversé la pièce vers moi. Je suis tellement désolée pour tout ça. Est-ce que tu vas bien? J'ai pris une inspiration,
puis je l'ai relâché. Je pense que je vais mieux que je ne suis allée depuis des mois. Clara est apparue à mes côtés, son téléphone toujours à la main. Elle s'est penchée vers moi. J'ai tout filmé, juste au cas où. J'ai hoché la tête. Pas pour la vengeance, juste pour me protéger. Il y a une différence. Julien est venu vers moi. Son visage était pâle, ses yeux rouges. Éléonore. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée. J'aurais dû voir ça plus tôt. J'ai pris sa main. Tu le vois maintenant. C'est ce qui compte. Autour de nous, la fête a repris lentement, maladroitement d'abord, puis avec une véritable chaleur. Quelqu'un a coupé le gâteau. Quelqu'un d'autre a commencé à ouvrir les cadeaux. Mais l'ambiance avait changé, plus légère, comme si une soupape de pression avait enfin été relâchée. La cousine de Béatrice, Hélène, m'a trouvée près de la table des desserts. Merci, a-t-elle dit doucement. Quelqu'un devait lui tenir tête. Nous avons tous eu trop peur. Des murmures similaires me sont parvenus tout au long de l'après-midi. Des parents que j'avais à peine rencontrés, des amis de la famille, tous avec le même message, il était temps. Je ne l'avais pas exposée. Elle s'était exposée elle-même. J'avais juste lu ce qu'elle avait écrit. Au moment où nous sommes partis ce soir-là, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis que j'avais épousé Julien, je ne me sentais pas comme une étrangère dans sa famille. Je sentais que j'en faisais partie. Avant que la fête ne se termine, un petit groupe s'est réuni dans le bureau de Béatrice. Julien, moi, Léa, tante Marguerite. La porte s'est refermée. Nous devons parler des prochaines étapes, a dit Marguerite. Julien s'est assis sur le bord du bureau de Béatrice. Le bureau où elle avait probablement tapé cette liste. Je lui retire l'accès à nos comptes dès demain matin. Bien, a dit Léa. Ça aurait dû être fait depuis des années. Et les 10 000 euros ? Ai-je demandé. Léa a sorti son téléphone, vérifiant quelque chose. Légalement, vous avez des options. Le retrait n'était pas autorisé. Vous pourriez la poursuivre. Je ne veux pas la poursuivre en justice. J'ai secoué la tête. Je veux juste des limites. Alors rends-les claires. La voix de Marguerite était ferme. Par écrit. Plus de faveur familiale. Plus d'accès à vos finances, à votre maison ou à vos décisions. Pas tant qu'elle ne l'aura pas mérité. Julien a hoché la tête lentement. Je lui enverrai un courriel. Je vais tout mettre à plat. Aucun contact tant qu'elle ne s'excuse pas et ne rembourse pas l'argent. De vraies excuses, a ajouté Léa. Pas son habituel je suis désolée que tu ressentes ça. Des bêtises. Et la fête de prénatal ? J'ai regardé autour de moi. Est-ce qu'on fait comme si rien ne s'était passé ? Marguerite a ri. C'était un rire chaleureux et sincère. Ma petite, c'est la réunion de famille la plus honnête à laquelle j'ai assisté en 30 ans. Julien a pris ma main. Je ne la coupe pas de ma vie pour toujours. C'est toujours ma mère. Mais tant qu'elle n'assume pas ses responsabilités, elle n'a pas accès à notre vie. J'ai serré sa main en retour. Ce n'était pas une solution parfaite. Ce n'était même pas une solution complète, mais c'était un début. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont une protection. Et pour la première fois de mon mariage, j'avais mon mari et sa famille à mes côtés. Cela valait plus que n'importe quelles excuses. Puis-je être honnête avec vous une seconde ? Quand j'étais là à lire cette liste à haute voix, mes mains tremblaient. Mais j'ai réalisé quelque chose. Le silence ne me protégeait pas. Il la protégeait, elle. Ce soir-là, notre appartement semblait différent, plus calme, plus léger, comme si une tempête était passée et avait tout laissé propre. Julien était assis sur le canapé, fixant son téléphone. J'ai 12 messages, a-t-il dit. De qui ? De tout le monde. Il a fait défiler. Oncle David, la cousine Bette, tante Ruth. Des gens qui ne m'ont pas envoyé de messages depuis des années.
Qu'est-ce qu'ils disent? Il en a lu quelques-uns à haute voix. Léa dit que maman appelle tout le monde. Personne ne répond. Tante Marguerite a bloqué son numéro. 30 ans trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. La cousine bête, j'ai toujours su que quelque chose clochait avec elle. Merci d'avoir enfin prouvé ce qu'il en était. L'oncle David, fier de toi, mon fils. Il a fallu du cran. Julien a posé son téléphone. Ses yeux étaient lointains. Comment te sens-tu? Ai-je demandé. Il a réfléchi un long moment. Coupable, a-t-il dit. Soulagé. Triste. Tout à la fois. C'est normal. Je me suis assise à côté de lui. Tu as le droit de ressentir tout cela. J'ai passé 31 ans à penser que son comportement était normal. Il s'est tourné pour me regarder. Il a fallu que tu te dresses contre elle pour me montrer que ce ne l'était pas. Je n'ai rien dit, j'ai juste posé ma tête sur son épaule. Son téléphone a vibré. Il a vérifié, puis m'a montré l'écran. Il avait bloqué le numéro de Béatrice. Je la débloquerai quand elle sera prête à être une grand-mère, a-t-il dit doucement, et non une personne qui contrôle tout. J'ai pensé au bébé qui grandissait en moi, à la famille que je voulais construire. Elle peut encore arranger ça, ai-je dit. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'excuser sincèrement. Tu penses qu'elle le fera? Je me suis souvenu du visage de Béatrice au moment de son départ. La rage, l'humiliation, la promesse dans ses yeux. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement, mais la porte n'est pas verrouillée, elle est juste fermée. C'est à elle de choisir de l'ouvrir. Une semaine a passé, puis le courriel est arrivé. Julien me l'a montré un dimanche matin, le visage neutre. C'est d'elle. J'ai posé mon café. Qu'est-ce qu'il dit? Il a lu à haute voix. Cher Julien, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé à la fête. Je suis profondément blessée que tu aies choisi de m'humilier publiquement devant toute notre famille. Éléonore a clairement orchestré cela pour monter tout le monde contre moi. J'essayais seulement de te protéger, comme je l'ai toujours fait. L'argent était un prêt, rien de plus. J'attendais de mon propre fils qu'il le comprenne. J'espère que tu reconsidéreras ta position et que tu verras que je n'ai jamais voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. Avec amour, maman. Il a posé le téléphone. J'ai attendu. Elle ne s'excuse pas, a-t-il dit finalement. Elle explique pourquoi elle avait raison. Je sais qu'elle te rejette la faute. J'ai remarqué. Il s'est frotté le visage. Qu'est-ce que je fais? J'y ai réfléchi. À Béatrice, aux secondes chances, aux limites qui ne signifient rien si elle plie au premier test. C'est ta décision, ai-je dit. Mais si tu réponds, sois clair. Il a repris son téléphone, a commencé à taper, à effacer, à recommencer. Quand il a fini, il me l'a montré. Maman, tant que tu ne présenteras pas de véritables excuses à Éléonore et que tu ne rembourseras pas l'argent, je ne répondrai pas. Je t'aime, mais j'aime ma famille davantage. Tu n'avais pas besoin de mentionner mon nom. Si, je le devais. Il m'a regardé. Tu es la raison pour laquelle je vois enfin clair. Il a appuyé sur envoyer. Nous ne nous attendions pas à une réponse, et nous n'en avons pas eu. Mais une semaine plus tard, Léa a appelé. Les 10 000 €, a-t-elle dit, ils viennent de réapparaître sur votre compte ce matin. Pas de mots, pas de message. L'argent a été rendu. Les excuses, elles, ne sont pas venues. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres. 2 semaines après la réapparition de l'argent, Léa a encore appelé. Sa voix semblait différente cette fois, plus lourde. Je dois te dire quelque chose à propos de maman. Je me suis préparée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne va pas bien. Léa a marqué une pause. Elle est seule. Personne ne lui parle. Marguerite l'a bloquée. Ruth l'a bloquée. Même son club de bridge l'a laissé tomber. Je n'ai dit à personne de la bloquer. Je sais, ils ont fait leur propre choix, a soupiré Léa.
Mais elle part en vrille. Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Elle disait que tout le monde l'avait abandonnée. J'ai écouté le silence sur la ligne. Qu'est-ce que tu en penses? Ai-je demandé. Honnêtement, je suis partagée. La voix de Léa s'est brisée. C'est ma mère. Elle est affreuse. Les deux choses sont vraies. Je comprenais cela plus qu'elle ne le pensait. Elle peut arranger ça, Léa. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'excuser. Sincèrement. Je lui ai dit. Elle n'arrête pas de dire qu'elle n'a rien fait de mal. Alors elle n'est pas encore prête. Je sais. Une longue pause. Je voulais juste que tu saches ce qui lui arrivait, au cas où. Je ne sais pas. Au cas où ça compterait. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai pensé à la femme qui avait passé des années à me faire sentir insignifiante, qui nous avait volé, qui avait essayé de détruire mon mariage devant 50 personnes. Je n'étais pas heureuse qu'elle souffre, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Et Léa, tu n'es pas responsable de ses choix. Toi non plus. Je sais. Quand nous avons raccroché, Julien m'observait. Comment va-t-elle? Seule, sur la défensive, et toujours pas désolée. Il a hoché la tête lentement. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Peut-être. J'ai posé ma main sur mon ventre. Mais tant qu'elle ne l'est pas, elle ne fait pas partie de tout ça. Notre bébé a donné un coup de pied, pile au bon moment. Certaines limites protègent plus d'une personne. 3 mois plus tard, j'ai donné naissance à notre fille. Nous l'avons appelée Alice. La salle d'accouchement était petite mais lumineuse. Julien m'a tenu la main pendant 18 heures de travail. Clara était là, bien que n'étant pas de service, refusant de partir. Léa est arrivée avec des fleurs. Tante Marguerite a apporté une couverture tricotée à la main. Béatrice n'était pas là. Elle ne s'était toujours pas excusée. J'ai tenu Alice pour la première fois, cette minuscule personne parfaite, et j'ai senti le monde basculer sur son axe. Tout ce qui s'était passé auparavant semblait soudain plus petit, moins important. C'était ce qui comptait maintenant. Elle est magnifique, a chuchoté Clara. Elle te ressemble, a dit Julien, des larmes sur les joues. J'ai regardé le visage de ma fille, ses petits doigts, l'avenir qui s'étendait devant elle. Elle ne grandirait pas dans une famille où le silence était une arme, où la manipulation était de l'amour, où se défendre signifiait être seule. J'allais m'en assurer. Plus tard dans la soirée, Julien s'est assis à côté de mon lit d'hôpital, son téléphone à la main. J'ai appelé maman, a-t-il dit doucement. Je lui ai parlé d'Alice. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré. Elle a demandé si elle pouvait la voir. Et Julien a croisé mon regard. J'ai dit, quand elle sera prête à respecter ma femme, elle pourra rencontrer ma fille. J'ai pris sa main. Ça a dû être dur. Ça l'a été. Il m'a serré les doigts. Mais c'était la bonne chose à faire. Léa est apparue dans l'embrasure de la porte. Salut, a-t-elle dit doucement. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai parlé à maman ce matin. Elle a mentionné une thérapie. Une thérapie? Pour la première fois de sa vie, Léa a presque souri. Peut-être qu'il y a de l'espoir. J'ai regardé Alice, dormant paisiblement dans mes bras. Peut-être qu'il y en avait, mais l'espoir n'était pas la même chose que la confiance. Cela devrait être mérité. 6 mois après la naissance d'Alice, une lettre est arrivée. Pas un courriel, une lettre manuscrite sur du papier crème avec l'écriture penchée familière de Béatrice. J'ai failli la jeter. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine pendant qu'Alice faisait la sieste, et j'ai lu. Elle faisait 2 pages. Elle parlait de son enfance, du fait d'avoir grandi avec une mère qui ne montrait jamais d'affection, apprenant que l'amour signifiait le contrôle, et que le contrôle signifiait la sécurité. Elle parlait de la perte de son mari, le père de Julien, et de la terreur qu'elle avait eue de perdre Julien aussi. Puis elle a écrit ceci: je me suis convaincue que si je pouvais tout contrôler autour de mon fils,
je pourrais le garder en sécurité. Mais j'avais tort. Je ne le protégeais pas. Je l'étouffais. Et j'ai été cruelle envers toi parce que tu menaçais le seul genre d'amour que je savais donner. Je suis désolée. Pas désolée que tu ressentes cela. Pas désolée si je t'ai blessée. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Pour la liste, pour l'argent, pour chaque fois où je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez. Tu es assez. Tu l'as toujours été. J'étais juste trop brisée pour le voir. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e. Julien est rentré et m'a trouvée à table, les pages étalées devant moi. Il a lu en silence. Quand il a fini, ses yeux étaient mouillés. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» ai-je demandé. Il m'a regardé. « Qu'est-ce que toi, tu veux ?» J'y ai réfléchi. La douleur, l'humiliation, les cicatrices, mais aussi la possibilité. On peut se voir, ai-je dit finalement. Une fois, dans un lieu public, avec des règles claires. Et si elle les enfreint, alors c'est fini. Julien a hoché la tête. Une dernière chose, ai-je ajouté. Elle ne portera pas Alice tant qu'elle ne m'aura pas regardé dans les yeux pour me le dire en personne. C'est juste. Plus que juste. Mais j'étais prête à essayer. Nous nous sommes retrouvés dans un café un mardi après-midi. Terrain neutre, espace public, Alice dans sa poussette entre nous. Béatrice semblait différente, plus petite. Les traits s'étaient adoucis. Elle portait moins de maquillage, des vêtements plus simples. 6 mois de thérapie et d'isolement changent une personne. Elle s'est assise en face de moi, Julien à mes côtés, une table entre nous, et tout ce qui allait suivre. « Merci de me voir », a-t-elle dit. Sa voix était plus calme que dans mes souvenirs. J'ai hoché la tête, j'ai attendu. Elle a pris une inspiration. « Je suis désolée. » Ses yeux ont rencontré les miens directement. Pour la liste, pour l'argent, pour toutes ces années à t'avoir fait sentir importune dans ta propre famille, pour avoir utilisé l'absence de ta mère comme une arme. Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots. Je me disais que je protégeais mon fils, mais j'avais juste peur de le perdre. Et au lieu de faire face à cette peur, je m'en suis prise à toi. Elle a essuyé ses yeux. Tu ne méritais rien de tout cela. Et je suis désolée. Le café bourdonnait autour de nous. Des gens normaux ayant des conversations normales, sans aucune idée de l'histoire qui se jouait à notre table. Merci de dire cela, ai-je dit. Les mains de Béatrice tremblaient sur la table. Elle a jeté un coup d'œil à la poussette. Est-ce que je peux la voir? J'ai regardé Julien. Il a fait un petit signe de tête. J'ai tourné la poussette d'Alice pour que Béatrice puisse voir sa petite fille. 6 mois, dormant paisiblement. Le visage de Béatrice s'est décomposé. Des larmes ont coulé sur ses joues. Elle est magnifique. Aimerais-tu la porter? Les mots m'ont surprise moi-même. Béatrice m'a regardée, surprise, pleine d'espoir, terrifiée. Tu es sûre? J'ai soulevé Alice de la poussette, je l'ai placée doucement dans les bras de sa grand-mère. Béatrice l'a tenue comme quelque chose de précieux et de fragile, ce qu'elle était. Je les ai regardés ensemble. La femme qui avait essayé de détruire mon mariage tenant ma fille. Je ne lui avais pas pardonné complètement. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais je lui avais donné une chance parce que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Et elle avait enfin trouvé le courage de frapper. Cette histoire est un rappel puissant de la complexité des relations familiales et de l'importance de poser des limites saines pour protéger son propre foyer. Le personnage de Béatrice illustre parfaitement comment l'insécurité et le besoin de contrôle peuvent mener à des comportements toxiques, voire criminels. Dans de nombreuses cultures, et particulièrement dans le contexte français où les traditions familiales peuvent être très ancrées, il est souvent difficile pour un fils de s'opposer à sa mère. Pourtant, la transformation de Julien montre qu'aimer ses parents ne signifie pas accepter l'inacceptable. La force d'Éléonore réside dans son calme et sa capacité à utiliser la vérité comme arme, plutôt que de sombrer dans l'agressivité.
Cette confrontation publique lors de la fête prénatale n'est pas seulement un moment de drame, c'est un acte de libération pour toute la famille qui vivait sous le joug de la manipulation depuis des décennies. La fin, teintée d'espoir mais prudente, souligne que le pardon est un processus et non un événement unique. Il faut du temps pour reconstruire ce qui a été brisé, et la thérapie est souvent une étape indispensable pour briser les cycles de traumatisme intergénérationnel. Les limites ne sont pas là pour punir, mais pour créer un espace sécurisé où le respect mutuel peut enfin fleurir. Que pensez-vous de la décision d'Éléonore de laisser Béatrice porter le bébé à la fin? Auriez-vous été capable de donner une seconde chance après une telle trahison, ou pensez-vous que certaines actions sont impardonnables? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.